Je suis ravie de vous retrouver pour La Couleur des idées. Notre invité aujourd'hui est l'un des porte-parole les plus emblématiques du mode de vie zéro déchet. Ses conférences font salle comble et ceux qui ont eu la chance d'y assister ne tarissent pas d'éloges. Il est incroyable, convaincant, motivant. Et si on se laisse tous convaincre, nous pourrions bien d'ici quelques années produire tous l'équivalent d'un minuscule sac poubelle de déchets ménagers par an. Alors oui, mais comment faire? Par où commencer? Notre invité a réponse à tout pour être lui-même passé par là avec sa femme et leurs 2 enfants. Bonjour Jérémy Pichon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en cette période de fête de fin d'année, on a peut-être quelques jours de congé, donc un petit peu plus de temps pour tenter, pourquoi pas, d'alléger nos poubelles. Vous êtes convaincu qu'on peut éliminer 95% de nos déchets quotidiens en changeant nos modes d'achat et en gagnant en qualité de vie? Parce que oui, le mode de vie zéro déchet, pour ceux qui en douteraient, c'est bien plus qu'une tendance bobo écolo. C'est aujourd'hui une nécessité absolue et une belle occasion qui s'offre à nous de faire un choix de vie et de société. Alors dans votre livre « Famille presque zéro déchet », The Guide, vous alignez des chiffres assez alarmants qu'il est peut-être bon d'avoir à l'esprit. On va peut-être commencer par ce qui nous touche de près, à savoir nos déchets ménagers, ceux qu'on dépose sur le trottoir trop régulièrement. Quelle est la quantité de déchets que produit un Français ou un Belge? On doit être plus ou moins dans les mêmes quantités, j'imagine, par an. On est à peu près dans les mêmes quantités. On est sur du 390 kilos de déchets ménagers résiduels, c'est-à-dire la poubelle de 30 litres qui est dans la cuisine et qu'on jette. Et si j'ajoute tout ce qu'on met en déchetterie, vous savez, dans les déchetteries, on amène des cartons, des métaux, des déchets verts, etc. On est à 590 kilos de déchets par an et par Français ou Belge. Je pense Oui, la même chose. C'est énorme. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans nos déchets ménagers? Ce qu'on ne voit pas, parce que ce que je viens de vous parler, ce sont les déchets visibles, c'est-à-dire ce qui arrive dans votre main en fin de vie, tous les objets que vous avez consommés, que vous jetez dans votre poubelle. Mais ça, c'est la toute petite partie de l'iceberg. C'est-à-dire que la majeure partie des déchets que vous produisez, que je produis, on ne les voit pas. Ils sont cachés, ils sont dans les process de fabrication. Quand je prends une brosse à dents, par exemple, vous avez jeté, vous, 30 grammes de déchets, ok? C'est ce qu'on va comptabiliser dans ces 590 kilos. Par contre, pour la produire, il a fallu prendre de la matière première à la planète, qui nous donne tout, qui est une générosité incroyable. Il a fallu transformer ça avec de l'énergie, du pétrole ou du charbon de bois, donc réchauffement climatique, ok? Et puis de l'eau. Tous les process industriels nécessitent de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà, un ordinateur, c'est 3 mètres cubes d'eau, un t-shirt, c'est 8000 litres d'eau. Et j'obtiens un objet que je vais consommer et puis qui va devenir un déchet. Et la brosse à dents, il va falloir la conditionner, la transporter, la distribuer. Tout au long de la chaîne de vie de cette brosse à dents, c'est 1,5 kg de déchets qui ont été produits. On les a pas vus. On les a pas vus. Ils sont dans les process. Puis en plus, les brosses à dents, les 3/4 sont produits en Chine, donc on les voit encore moins. Pourtant, ces kilos de déchets nous appartiennent. Pour un Français à l'année, si je prends juste le tonnage de déchets des activités à l'intérieur de nos frontières, c'est-à-dire l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture, le BTP, la construction, c'est 14 tonnes de déchets que l'on produit chaque année par Français, que je ne vois pas, mais qui pourtant sont essentiels à mon mode de vie, privilégié sur Terre. Je vous rappelle qu'on habite en France, en Europe, on est privilégié, clairement. Donc, c'est 14 tonnes de déchets, c'est pas 590 kilos. Donc, clairement, notre mode de vie est à remettre en question, c'est évident, c'est insoutenable pour la planète. Nous vivons aujourd'hui à crédit écologique. Oui, effectivement. Il y a une question qui se pose aussi, c'est quelle est la part de ces déchets qui peut être recyclée, réutilisée, et celle qui est promise aussi à l'incinération ou à l'enfouissement? On est dans quelle proportion là? On est dans des proportions qui sont très faibles et qui n'évolueront pas des masses. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on est peut-être quelque chose autour de 20% de recyclage, ou peut-être 25%, ça peut être monté. Mais ça reste... le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous aligne toujours ces mêmes idées. Vous savez, moi, j'ai vécu les années 2000, les Grenelles de l'environnement, etc. J'ai travaillé pour les ONG. J'ai connu le mouvement développement durable. On en parle un peu moins maintenant, c'est un peu moins la mode. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire, de biomimétisme, de croissance verte. Alors croissance verte, déjà les deux mots ne vont pas ensemble, ça s'appelle un oxymore. Moi, il n'y a pas de croissance qui puisse être verte. Il n'y a pas d'énergie propre. Il n'y a pas d'objet durable. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est continuer à consommer comme ça, puis on va tout recycler. Ce qui est complètement faux et archi faux, c'est d'abord un mensonge d'État, et puis c'est une illusion et un mythe de pouvoir dire que on va avoir une croissance verte. Je vous prends l'exemple du plastique qui est partout aujourd'hui, qui est un fléau pour nos océans et nos écosystèmes. On nous dit, vous inquiétez pas, on va recycler le plastique. On est tellement fort que même le gouvernement français a annoncé d'ici 2025 100% des plastiques recyclés. J'en rirais tellement c'est risible, mais c'est dramatique parce que le plastique aujourd'hui en France, on en récolte peut-être 14%. D'accord. Donc déjà, pour faire du recyclage et l'économie circulaire, il faudrait qu'on récupère tout.
Et l'homme, il fait tout sauf trier en ce moment, il s'en fout, clairement. On commence quand même doucement. On commence, mais alors les taux depuis 15 ans augmentent tellement faiblement que moi ça m'en met, bref. Ouais. Et donc 14%, sur ces 14% de plastique, on va en recycler 8%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plastiques souillés, des plastiques fragiles. Et puis surtout, le plastique, quand on le recycle, il perd en qualité. La chaîne polymère se casse, se fragilise. Et donc ces 8% de plastique, il va falloir réinjecter du plastique vierge. Une bouteille en plastique recyclé, il y a peut-être 15-20% de plastique recyclé dedans. Et donc il faut réinjecter du plastique vierge, donc des énergies fossiles, du pétrole qu'il faudra encore une fois chercher, alors qu'il faudrait qu'on arrête de prélever. Et ces plastiques-là ne sont recyclables qu'une fois. Le plastique est tout sauf circulaire. Vraiment, il faut le dire et le crier très fort. Le plastique, au final, va finir incinéré ou enfoui, comme tous les autres. Donc aujourd'hui, nous dire que le recyclage est la panacée, c'est non. Il y a les 4 R, vous savez, recycler, c'est en dernier. D'abord, il faut réemployer, réparer, réutiliser. Et puis surtout, le premier R, le plus important, c'est réduire. Il faut qu'on réduise absolument notre consommation, nos prélèvements, nos émissions carbone et notre pression sur l'eau. Donc, et à la fin, quand on aura fait tout ça, on aura composté. S'il y a quelques petites choses à recycler, on les recyclera. Mais il faut arrêter de penser aujourd'hui qu'on va tout recycler, continuer à vivre comme on vit. Et ça, c'est les tenants du système qui nous disent ça aujourd'hui. C'est complètement faux. Voilà. C'est important de le dire, c'est un mythe. On parlait de recyclage. Il y a un chiffre que vous citez dans votre livre et qui m'a interpellée aussi, c'est que seulement 55% du verre est recyclé. On a l'impression, quand on va déposer son verre à la bulle, que effectivement tout sera recyclé. Comment on explique que les chiffres ne soient pas plus élevés ? Je les connais pas, les chiffres et le process aujourd'hui ici en Belgique du recyclage du verre. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le recyclage du verre, c'est comme le plastique, c'est-à-dire c'est sauf vertueux. Pour recycler du verre, il faut d'abord le récolter, donc c'est des camions. Il faut ensuite enlever les papiers, enlever les couvercles. Et ensuite, on a des cellules numériques qui vont regarder si le verre est blanc ou le verre de couleur. Ensuite, il faut mettre ça dans un grand four à 1200 degrés. Il faut réinjecter ça dans des moules. Tout ça sur des grands tapis roulants avec des gens qui travaillent. Et puis ensuite, on va les mettre sur des grosses palettes. On va les blistériser avec du plastique. On va les remettre dans des camions pour les ramener aux viticulteurs ou aux gens qui remplissent les bouteilles. Encore une fois, le recyclage n'est absolument pas la solution. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse de la consigne, c'est-à-dire qu'on réutilise, qu'on lave, qu'on réemploie tout ça. Et le verre, quand on le consigne, il est plutôt costaud en plus. Et au bout de 5 utilisations, on a économisé 60% de CO2. C'est ça les taux. Donc voilà, encore une fois, la clé, c'est d'aller vers le réemploi. Le recyclage, finalement, ça rapporte de l'argent à ceux qui cassent ce verre et puis qui en refabriquent et vous revendent la bouteille. Toujours les mêmes. Oui. Alors, vous nous dites aussi, dans la famille presque zéro déchet, qu'au final, plus de 60% de nos déchets arrivent en incinérateur ou en décharge, avec des répercussions sur le plan environnemental, économique et sanitaire. Alors, c'est des répercussions qu'on n'a pas toujours forcément en tête. Quelles sont-elles ? On a l'impression que une fois qu'on a mis notre poubelle dans la poubelle extérieure, c'est plus notre responsabilité. D'ailleurs, je pose la question quand je fais des conférences, je demande alors elle va où cette poubelle ? Hier, une seule personne sur 300 a pu me répondre. Ah ben il va à l'incinérateur C'est-à-dire qu'on a une telle irresponsabilité par rapport à nos déchets qu'on ne sait même pas ce qu'ils deviennent. Je vais vous expliquer ce qu'ils deviennent quand ils sont brûlés en incinérateur. On va mettre nos poubelles, on a tout dedans. Il y a tout dans nos poubelles. Il y a toutes les matières, des tissus, la matière organique, du plastique, des minerais, etc. Tout ça en alliage, des produits chimiques. On va brûler tout ça dans un grand four à 900 degrés. Quand vous brûlez 1 tonne de déchets, vous obtenez 200 kilos de résidus. Comme quand on fait un feu de bois, on a des cendres. Là, on a des cendres de poubelle, ça s'appelle du mâche-fer. 200 kilos pour 1 tonne, ok. Et puis, surtout, on a émis des gaz, les gaz. Donc, on a mis des filtres dans les cheminées. Pour 1 tonne de déchets brûlés, on va obtenir 35 kilos de concentrats polluants, ce qu'on appelle les réfiums, qui vont se retrouver dans ce filtre-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces réfiums ? Qu'est-ce qu'on fait des mâches-fer ? Grande question. Je vais vous donner la réponse. Les réfiums, on va les enterrer, on les enfouit, on les met dans du béton pour éviter qu'ils aillent polluer les nappes et les sols. On donne ça c'est un cadeau aux générations futures. On ne sait pas quoi en faire. Les mâches-fer, on les met dans les routes. C'est-à-dire qu'on les rend au sol. C'est-à-dire qu'on stérilise le sol pour des millions d'années. On va pas faire un potager avec des tomates qui vont pousser sur ces mâches-fer. Et puis, il y a l'autre option, c'est l'enfouissement. L'enfouissement, on fait un grand trou, on met des films géotextiles, des membranes pour protéger le sol et la nappe phréatique et l'emmène aux poubelles et on recouvre. La matière organique va méthaniser, donc ce méthane, il faut le brûler, on le torche, pour pas que ça réchauffe la planète trop, en tout cas, on en fait du CO2. Et puis surtout, il va pleuvoir sur cette zone-là, donc tout ça va transformer en liquide, on l'appelle lixivia. Ce liquide est ultra chargé en métaux lourds, en cadmium, en plomb, en tous les produits chimiques que vous voulez. Et ce lixivia, on le pompe, on le récolte, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'amène à la station d'épuration, il retourne au cycle de l'eau.
C'est-à-dire que votre poubelle, elle est retournée en l'air, elle est retournée dans les sols, elle est retournée dans l'eau. En fait, on n'a pas inventé la baguette magique à faire disparaître la poubelle. Tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on émet, tout ce que l'on fait en tant qu'être humain, c'est-à-dire mammifère de la chaîne alimentaire, tout va retourner au milieu. On n'est pas déconnecté au milieu. Du milieu, quand je tire la chasse d'eau, mon eau va à la station d'épuration, elle retourne au cycle de l'eau. Tous les produits chimiques que j'ai mis dans mes toilettes retournent au cycle de l'eau. On fait partie de la nature. On est complètement déconnecté en ville. On va de sa maison à sa voiture, à son bureau. On ne voit plus rien. Pourtant, tout ce que l'on est, tout ce que l'on consomme retourne au milieu. À commencer par nos poubelles. Voilà, ce que dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Exactement. Alors, on n'est pas là aujourd'hui pour faire peur, mais peut-être pour nous inciter à agir. Hein. Donc voilà, mais c'était bien de faire ce topo. On va voir comment s'engager en douceur dans le zéro déchet. Ce sera juste après Sunlux et Woodkid avec Easy. Voilà, Sunlux et Woodkid avec Easy, ils étaient au festival de jazz de Montreux, c'était en 2016 et c'est l'une des chansons de notre invité, Jérémy Bichon, Monsieur Zéro Déchet, on peut le dire comme ça, ou le papa de la famille oui. Zéro Déchet, écoute en écrivant. Alors on va continuer évidemment à parler de ce mode de vie zéro déchet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire peut-être, on va rentrer dans du concret, pour se rapprocher d'un mode de vie qui soit le plus écologique possible. Les chiffres que vous venez de citer en lien avec nos déchets ménagers sont alarmants. Ils devraient donner envie quand même à quelques-uns d'entre nous de changer les choses et de marcher sur vos pas. Alors le souci quand on veut changer ses habitudes, c'est parfois simplement de savoir par où commencer. Alors quel serait selon vous le premier geste le plus simple à faire pour s'y mettre ? Il y a un geste simple et qui est plutôt intelligent, c'est 1/3 de notre poubelle, c'est de la matière organique, c'est-à-dire c'est nos épluchures, nos restes alimentaires, etc. Donc d'avoir un compost, ça permet d'éliminer déjà 1/3 de notre poubelle. Et brûler dans un incinérateur des matières organiques, c'est stupide, c'est-à-dire qu'on va produire des dioxines, c'est assez polluant, etc. Donc d'avoir un compost, si on est en maison, c'est assez simple. Si on est en immeuble, il y a plusieurs systèmes. Il y a le composteur collectif en bas, donc à se mettre d'accord avec la copropriété, voir ça avec la mairie, l'agglo, qui puisse mettre en bas des composteurs. En plus, ça crée du lien, on se parle entre voisins, on éteint la télé, c'est bien. Ouais. Et puis, il y a le bokashi aussi, le bokashi qui est un système de composteurs, de petits composteurs de cuisine avec des microbactéries, les EM, qui vont grignoter tout ça, comme on a dans l'intestin, hein, comme c'est vraiment quelque chose de très naturel, et qu'on puisse après aller le valoriser, le jeter. Donc là, le bokashi, pour les gens qui sont très urbains, très appartements et qui n'ont pas de solution collective, c'est intéressant. Ça ressemble au vermicompost ou Non, c'est une poudre, hein, ça vient des levures de céréales, etc. Donc c'est une bactérie naturelle qui va grignoter vos déchets. Bon à savoir, ouais, c'est vrai. Les EM. Les EM, voilà. Ben, on en parle moins. Alors, cette démarche, justement, si on veut commencer à réduire ses déchets et s'engager sur cette voie-là, il vaut mieux l'entamer en famille. C'est dur quand il y a une seule personne de la famille ou du couple qui veut y aller et l'autre non. Alors on a tous des chemins de vie différents, des prises de conscience qui se font à des stades différents, le passage à l'acte aussi. Et c'est vrai que quand il n'y en a qu'un des deux, c'est plus compliqué. Donc il faut être patient et indulgent avec l'autre. Et l'essentiel, c'est d'y aller de toute façon. Et de convaincre l'autre doucement. Ouais. Alors vous dites que c'est bien entendu par l'éducation que ça passe et qu'il faut sensibiliser les plus jeunes. Alors comment faites-vous pour motiver les enfants à arrêter de consommer des produits industriels hyper sucrés, mais qui sont emballés parfois dans des paquets super chouettes, super colorés. Ils savent très bien pourquoi ils le font. Comment on fait pour motiver les enfants ? Mais ce qui est d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les adultes qui achètent. Donc c'est eux qui ont le portefeuille, donc c'est eux qui ont la décision. Donc qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Est-ce qu'on veut leur donner à goûter des choses qui contiennent essentiellement du sucre et des additifs, sachant que le sucre est ultra mauvais pour leur santé, diabète, obésité, ça réduit le système immunitaire, et puis surtout on fait marcher l'insuline, donc pancréas, foie, etc. Tout ça est en suractivité, et ils ont des coups de barre absolument incroyables dans leur journée. Donc il faut sortir le sucre, c'est une drogue dure, et il faut sortir le sucre de la vie de nos enfants. Aujourd'hui, un Français, c'est à peu près 40 kilos de sucre annuel, alors que mon grand-père en mangeait peut-être 1 ou 2 kilos. Et les conséquences sont dramatiques sur les maladies, hein, clairement.
Donc c'est un fléau. Donc déjà, c'est lui rendre service d'enlever le sucre. Hein. Et puis ensuite, c'est notre rôle à nous adultes de pouvoir dire quelles sont les limites. C'est-à-dire qu'on peut pas tout manger, on peut pas tout faire, on peut pas tout acheter. Et si on veut que nos enfants grandissent bien, mais il faut qu'ils aient des limites, un cadre. Donc moi, mes enfants, on n'a pas de goûter industriel, on n'a pas de produits de supermarché chez nous, on ne va plus en supermarché et on s'en porte 10 fois mieux, notre portefeuille, notre santé aussi. Donc par contre, on fait des goûters maison et ils sont 10 fois meilleurs en plus, et puis je peux contrôler ce qu'il y a dedans en termes d'ingrédients, et puis tous les copains après c'est eux qui viennent manger chez nous, nous piquer notre goûter. Donc non, c'est qu'il est bon. Et non, ils ont gagné, hein, c'est clair. Vous avez d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Les enfants zéro déchet, The Mission, ou The Mission, je ne sais pas comment vous le prononcez. Comment est-ce que vous rendez ce défi ludique pour les plus jeunes, et à qui vous adressez-vous à travers ce livre? Aux enfants de quel âge? Alors on est sur plutôt une cible de 8-12 ans, hein, c'est-à-dire le cycle 3 en France, donc c'est pour vous, je crois, 4e, 5e, voilà. Et qu'est-ce qu'on leur explique? Ce qui est génial avec les gamins, c'est que quand on leur explique le pourquoi, une fois qu'ils ont compris, c'est limite, ils deviennent ayatollahs de l'écologie. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont compris qu'il fallait protéger les amphibiens, les tortues, les mammifères, la planète, ils y vont. Parce que c'est des petits mammifères. Hein. Moi, mes enfants, ils ont 7 et 10 ans, c'est des petits oursons en cours de dressage, et ils sont très proches du monde animal. Ils adorent les animaux, ils adorent être dans la nature, et ils ont cet instinct-là ils font partie de la chaîne alimentaire comme nous, et ils le sentent très fort. Donc quand on leur explique vraiment que l'essentiel, c'est de protéger leur maison commune et les habitants qui sont dessus, ils le comprennent très très bien. Et une fois qu'ils ont compris ça, je peux vous dire qu'ils y vont à fond. Donc les enfants se sentent concernés, et vous dites aussi que ce sont les jeunes femmes entre 25 et 40 ans qui s'engagent le plus massivement dans le mode de vie zéro déchet. Alors comment explique-t-on que ce soit elles précisément qui soient les plus actives sur ce terrain-là? C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Ouais, c'est vrai que la cible c'est 80% femmes 25-35. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ça veut dire que déjà c'est elles qui assument encore trop la charge mentale de la famille, donc c'est-à-dire la gestion de la vie domestique. Très souvent, elles font les courses, le repas, etc. Alors l'homme nouveau aujourd'hui du XXIe siècle, donc je pense faire partie, s'est mis à faire des choses, hein, le ménage, l'alimentation, les courses, etc. Il n'en raffole pas forcément, mais il assume un peu plus. Mais on n'est pas encore dans le 50-50. Donc beaucoup de femmes assument plus la charge mentale et la charge émotionnelle aussi. Et donc ça c'est la première raison. Puis la deuxième, moi je crois qu'il y a un instinct de survie qui est très fort chez la femme. Et la plupart des femmes qui viennent en conférence me voir ou qui ont acheté le livre me disent j'ai commencé quand j'ai eu mon premier enfant. C'est-à-dire que on percute. Qu'est-ce que je lui donne à manger? Et on percute sa responsabilité. Qu'est-ce que je lui mets sur les fesses? Aïe, les couches sont toxiques, il faut que je passe aux couches lavables, etc. Et c'est un moment de prise de conscience qui est très fort. Et pour beaucoup de gens, c'est un basculement dans l'écologie. Et ça commence par la santé des enfants et l'alimentation. Ouais. Et donc là, le plus souvent, c'est les femmes qui maîtrisent ça. Vous parliez d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, pour vous, peuvent générer un déclic? Il y a tellement d'urgence et de messages urgents aujourd'hui. Moi, je crois qu'on a une chance aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, avec tous les défauts qu'ils ont, mais ça reste un outil, donc ça dépend ce qu'on en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une circulation du savoir, des savoir-faire qui est absolument phénoménale. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'écologie, c'était en 98, ouais, donc c'est il y a 20 ans, ça me rajeunit pas. Mais à l'époque, il fallait aller sur les forums. Moi, je suivais Attac, j'étais à fond sur la taxe Tobin et les transactions financières. Et il fallait aller sur un forum, il fallait aller écouter un gars, choper un livre dans une bibliothèque, si par miracle il y était. Aujourd'hui, vous ouvrez Facebook, vous avez toutes les infos en 2 secondes, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est un effet accélérateur, et tant mieux parce que l'urgence écologique est malheureusement dramatiquement forte. Donc tant mieux pour nous, on a une chance. Alors vous êtes souvent chez nous en Belgique, Rémi Pichon, pour des conférences. Il y a une sensibilité particulière chez nous? Je sais pas. Moi j'aime beaucoup venir chez vous, c'est gai. Oui, on me l'a fait souvent. Voilà, non, vous êtes adorable. Vraiment, il y a un accueil absolument incroyable en Belgique. J'aime beaucoup. Il faudrait donner des cours de belge aux Parisiens, ça leur ferait du bien, un petit peu des coups. Mais je sais pas, la Belgique, moi, ça fait 1 an et demi qu'elle m'appelle beaucoup. Je pourrais y aller toutes les semaines s'il fallait. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience très forte en Belgique, et le zéro déchet est en train de devenir quelque chose un mouvement important. Voilà. Après, c'est de mon petit prisme à moi et de ma vision à moi. Je ne peux pas vous faire l'historique de la Belgique et de l'écologie. Mais voilà, moi, mes demandes sont très fortes depuis 1 an et demi, clairement.
C'est une très bonne chose. Dans quelques minutes, Jérémy Pichon, on va s'intéresser à votre parcours, voir comment vous êtes devenu justement un porte-parole du zéro déchet. Ce sera juste après Mathieu Chédid et Fatoumata Diawara avec Setter. Voilà, c'était Mathieu Chédid et Fatoumata Diawara. Alors, Jérémy Pichon, on continue à parler zéro déchet, bien sûr, avec vous. Et avant de passer peut-être à 2-3 petites idées concrètes et simples à réaliser pour se lancer, j'ai envie de m'intéresser quelques minutes à vous, à votre parcours. Qu'avez-vous suivi comme formation à la base ? Qu'est-ce qui a fait que l'écologie est devenue une source de préoccupation pour vous ? Moi, j'ai commencé d'abord, j'étais dans l'animation socio-culturelle, en centres sociaux, MJC, tout ça en France. Donc, et puis j'ai fait des études d'histoire géo pendant, donc c'est un CAPES d'histoire géo, donc c'est pour être prof en gros à l'université pendant 5 ans. Donc j'ai beaucoup appris de choses avec l'histoire et notamment les grands enjeux géopolitiques. J'étais passionné d'histoire contemporaine et j'ai beaucoup étudié le laboratoire politique qui était la Révolution française, où pendant 10 ans on a tout vécu. Et aujourd'hui on ne fait que malheureusement reproduire, mais donc j'ai eu cette culture-là, et puis surtout je suis passionné de glisse, donc de snowboard, de surf, et je me suis toujours retrouvé dans des milieux naturels absolument extraordinaires, que ce soit à 3000 mètres d'altitude en haut d'une cime ou dans l'océan. J'habite d'ailleurs à l'océan, à 800 mètres, j'ai de la chance de le voir tous les jours. Donc j'ai vraiment vécu dans un milieu naturel fou. Et puis j'ai eu mon grand-père qui était paysan, dans le Lot, dans le Quercy, le Périgord, vous savez. Et donc j'ai vécu tous mes étés à faire les foins, les noix, les haricots, les fraises. Donc j'ai vécu dans la nature tous mes étés. Et j'ai vécu des étés absolument extraordinaires, magnifiques, avec des étoiles par-dessus la tête. Donc c'est toute cette sensibilité très romantique finalement du milieu tel que j'ai pu le vivre dans mes loisirs et dans mon enfance, qui me l'ont fait apprécier. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est là que la prise de conscience est venue. C'est-à-dire au tout début des années 2000, on avait créé une association qui s'appelait Mountain Riders, comme Surf Rider qui protège le littoral. Donc c'est un mouvement de surfeurs qui vient de Californie. Et là, on avait fait la même chose en montagne, voilà, parce qu'on était des passionnés de montagne tout le temps sur notre snowboard. Et on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose pour ce milieu naturel et qu'on le protège, parce qu'il nous rend tellement service, il nous donne tellement de belles choses que ça serait injuste de pas se mobiliser pour elle. Donc voilà comment j'ai commencé. Et alors après, parce qu'il y a cette sensibilisation pour la nature, comment êtes-vous passé justement à ce mode de vie zéro déchet ? Qu'est-ce qui a été chez vous le déclic ? Mountain Riders 2001, on a commencé à ramasser les déchets sous les télésièges. Parce que Surf Rider Foundation fait ça à l'océan, dans le monde, au Japon, en Australie, en France, etc. Et donc, on a commencé, nous, à ramasser les déchets en montagne, donc sous les télésièges, au bord des rivières. Parce que les gens en jettent pendant les sports d'hiver. Oui, parce qu'en France, on se retrouve avec 6 millions de personnes qui passent sur les pistes de ski entre, en gros, décembre, c'est les vacances de Noël, et les vacances de février. Beaucoup de Belges, d'ailleurs, qui viennent dans nos stations. Et 6 millions de personnes dans des petits espaces comme ça qui sont très fragiles. Il y a des villages qui passent de 500 habitants à 20 000. On multiplie par 10, 20. C'est absolument incroyable. Donc là, la gestion des flux, c'est très compliqué. Que ce soit l'eau, le CO2, les déchets, l'alimentation, c'est une catastrophe. Donc on fait ce qu'on peut et on se retrouve avec beaucoup de déchets dans l'écosystème. Donc là, on a commencé à les ramasser et je me suis rendu compte qu'il y en avait de partout. On a retrouvé les décharges de la génération d'avant, des années 70, qui balançaient tout dans la forêt d'à côté. Donc là, on s'est mis à déterrer plein de choses. Et j'ai vécu des scènes absolument incroyables. J'ai trouvé des frigos dans des lacs d'altitude à 2000 mètres, en haut de la Tarentaise. Mais qui a jeté ce frigo à cet endroit-là ? C'est pas possible. Donc les déchets, moi je les ai vus et ramassés pendant des années, et ça m'a amené évidemment, c'était en 2014, à la prise de conscience personnelle, puisque j'emmenais les gens avec Surfrider, je bossais pour eux sur la plage, je ramassais les plastiques avec les enfants et je rentrais chez moi et je mettais du plastique dans ma poubelle. Donc je me dis là, il y a un problème, je suis schizophrène clairement, il faut que je fasse quelque chose. Donc on a étalé la poubelle dans le jardin pour voir ce qu'il y avait dedans, pour comprendre pourquoi je jetais une poubelle toutes les semaines. Et là, ça a été le point de départ de notre aventure zéro déchet. On a dit, on va essayer de s'en passer. On va voir si c'est possible de vivre sans avoir une poubelle. Et vous avez commencé par quoi ? Alors chez vous, c'était familial, en tout cas, cette démarche. Quelle a été la première décision que vous ayez prise pour réduire justement ces déchets-là ? C'est la décision qu'il faut qu'on prenne tous et qui est assez simple. Si vous ne voulez pas le déchet dans votre poubelle, il ne faut pas l'acheter. Voilà. Et à partir de là, je peux vous assurer que c'est le point de départ d'un changement de vie.
d'un changement de mode de vie. Parce que le déchet, c'est le symptôme de notre société industrielle. C'est le symptôme de notre maladie actuelle. Et notre maladie, c'est la surconsommation. On en est tous malades parce que ça nous rend pas heureux. Et la planète en est malade. Et elle nous le dit tous les jours. Donc, si vous voulez pas le déchet dans votre poubelle, ne l'achetez pas. Donc, on a regardé, nous, tous les déchets qu'on avait, 2014. Je veux dire, on était par terre dans le jardin. On a pris chaque déchet. Et chacun a dit, ça, on ne prend pas. Comment on le remplace? Voilà, l'emballage du beurre, comment on fait? On va lâcher la fromagère, on prend un beurre à la coupe, elle nous le donne, elle nous le met dans notre contenant qu'on est venu avec en verre, et on repart. Et pour tout, on a trouvé des solutions. Et en fait, on a des solutions pour énormément de choses. Mais la première solution, c'est de dire stop, je ne veux plus le déchet. Alors ce que vous dites, trouver les bons producteurs chez qui on peut aller chercher le beurre sans ramener un emballage, on a l'impression quand même que opter pour ce mode de vie-là, ça demande un temps monstrueux. Comment on fait quand on travaille? Est-ce que ça demande de réorganiser son mode de vie? Parce qu'on parle des goûters des enfants, c'est super de les faire soi-même, mais on a envie de se dire, on les fait quand? Ouais, le temps. Le temps, aujourd'hui, c'est la vraie richesse, en fait. C'est même plus l'argent. C'est qu'on court tous après le temps. On a le temps de rien parce qu'on est tellement sollicité. C'est pas forcément qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a trop de choses à faire. Et l'accélération numérique, en plus, a été une perte de temps. C'était fait pour nous faire gagner du temps. On en a perdu, clairement, parce qu'on est devenu beaucoup plus productif et réactif. Donc, le temps, c'est la clé. Le temps avec le zéro déchet, on en gagne. La première chose, c'est qu'on n'achète plus, donc on ne va plus le samedi en centre commercial. Imagine le temps que vous gagnez à prendre votre voiture pour aller dans une zone commerciale de 3 heures pour acheter des trucs en plastique pour vos enfants. Ça, on le fait plus, nous. On s'en sort très bien. Donc là, vous gagnez ce temps-là déjà. Et le temps des courses, globalement. On fait plus de shopping, on va pas lécher les vitrines, ça nous intéresse plus. Ça aussi, c'est du temps de gagner. Et puis, la qualité du temps. C'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, moi, c'est le samedi matin, je vais au marché avec mes enfants. J'ai mon petit panier avec mes boîtes dedans. Je vais au marché. Au marché, je discute, je goûte. C'est une respiration de vie, le marché. C'est absolument incroyable. Le plus clair du temps, on se retrouve avec les copains, on boit un café, ou alors ça dépend de l'heure, ça sera un petit blanc avec des chipirons, parce que c'est nous chez les chipirons grillés à l'ail. Et ce temps-là, mais il est d'une qualité extrême. Et comparé au temps passé à pousser un caddie sous les néons, il n'y a pas photo. Voilà. Et puis, je peux comprendre qu'une personne qui bosse 12 heures par jour, qui est 4 sub dans une boîte, n'ait pas le temps de peler ses carottes en rentrant. Je comprends et je conçois totalement. Je l'accepte, il n'y a pas de souci. Pour la plupart du temps, les gens, c'est 6, 7, 8 heures de boulot. Donc, on a le temps le soir de prendre une demi-heure pour faire une soupe pour ses enfants ou de faire une salade. Une demi-heure, c'est quand même pas la folie. Je discutais avec un copain à la fin, il me dit « Ouais, moi, j'ai pas le temps, ton truc. » Et il me dit « Mais t'as vu la 4e saison de Breaking Bad trop bien. » Je dis « Attends, t'as pas le temps de faire des carottes pour tes enfants, là, parce que ça va te prendre 10 minutes, mais par contre, tu t'es tapé 3 épisodes de ta série préférée qui t'ont pris, grosso modo, quasiment 2h30, quoi. » Donc le temps, on l'a. Le temps, on l'a. Mais encore une fois, on est tellement sollicité. Si ça n'est pas une priorité, effectivement, on n'a pas le temps de faire ça. Vous mangez local, de saison. Quand vous avez envie de bananes, de mangue, vous faites quoi? Alors, on a fait notre bilan carbone, on l'a publié dans le livre et puis dans le prochain aussi. Dans notre bilan carbone, on a quelques fruits exotiques, ce sont surtout les bananes. Voilà. Parce que le matin, je fais des petites galettes pour mes enfants. Donc, c'est de la banane écrasée avec des œufs. Une banane, 2 œufs par enfant. On mixe et on fait une petite galette, c'est un pancake. Et dessus, je vais mettre une purée de sésame avec des petites poires, des petites amandes, du miel. Et je sais qu'ils ont de l'énergie. Donc là, c'est sans sucre, à part le miel. On a viré le sucre, nous, de notre vie pour aller vers des choses qui sont surtout des lipides, qui sont la vraie énergie. Et donc là, le matin, moi, je leur fais ça à manger. Donc j'ai des bananes, effectivement. Mais dans mon bilan carbone, ça passe, parce que j'en ai pas des masses. Et puis surtout, c'est tout ce que j'ai quasiment, quoi. Tout le reste est bio, local, saison. Ouais. Et quand on vous propose d'aller donner des conférences au Canada, et ça a été le cas, je l'ignorais, vous y êtes allé, vous essayez de rattraper par la suite, vous faites comment pour compenser? J'avais pas pris l'avion pendant 2 ans. Par choix, parce que l'avion est une catastrophe, clairement. Là, je suis allé à Montréal, j'ai fait une tournée au Québec, et en un aller-retour avec l'avion, un long courrier, j'ai émis 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, c'est plus que ce que j'émets en 1 an pour mon alimentation bio, locale, saison.
Donc en un seul aller-retour, j'ai annihilé mes efforts entiers d'une année sur mon alimentation et sur beaucoup de choses. Donc effectivement, la transition écologique et la lutte contre le changement climatique, il va falloir faire des choix. Et aujourd'hui, l'avion s'en est un. Et je pense qu'il va falloir qu'on réduise, vraiment. C'est une catastrophe pour le climat, l'avion. C'est une catastrophe, vraiment. Et aujourd'hui, on le prend pour 30 €. On va dans n'importe quelle capitale européenne, passer 2 jours à Lisbonne, 3 jours à Rome. Et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible pour le climat. Donc il faut aussi qu'on repense nos déplacements et nos voyages aussi, les voyages. Là, il faut redonner, encore une fois, la place au temps. Et on poursuit notre entretien avec Jérémy Pichon qui incarne avec sa famille le mode de vie zéro déchet. J'ai envie d'en revenir quelques petits instants à vos débuts, à vous. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué quand vous avez adopté ce mode de vie-là? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées quand vous êtes passé en zéro déchet? Il y a rien de compliqué puisque les solutions, on les donne dans le livre et on les explique. Les solutions, on les a quasiment toutes, si on veut être dans un système un petit peu différent. Ce qui est compliqué, c'est l'être humain. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir toutes ces habitudes, d'avoir tous ces freins psychologiques. Et c'est le problème de l'écologie depuis 20 ans que je le pratique, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que l'homme est plus vieilli en plus, et moins il a envie de changer. Il a des problèmes à se remettre en question et à changer ses habitudes. On est des êtres d'habitude. On fait la même chose aujourd'hui. 95% de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la même chose que la veille. Les mêmes pensées, les mêmes habitudes de m'habiller. Donc, on n'aime pas changer et c'est ça qui est compliqué, voilà. Et ça prend du temps. Là, on peut reparler du temps, c'est-à-dire qu'il faut que je mette de l'énergie dans ma tête pour dire ok, ça, je vais le changer. Et forcément, habitude après habitude, ça nous a pris 3 ans pour passer d'une poubelle par semaine à un bocal par an. Donc, il a fallu 3 ans pour changer les mauvaises habitudes. Et encore, on était déjà écolo, donc on avait déjà certaines bonnes. Ouais. Donc voilà, ça prend du temps. Il faut être indulgent avec soi-même aussi. Il faut être indulgent avec soi-même, ouais, avec sa belle-maman, avec ses voisins, avec ses copains qui arrivent avec des déchets à la maison. Mais voilà, la seule chose qui est compliquée finalement, c'est pas de le faire, c'est de changer ses habitudes et ses conceptions dans sa tête. Et là, on s'attaque à toute la complexité de l'être humain. C'est là que c'est un peu plus chaud. Ouais. Et vous dites que vous avez aussi commencé par faire le tri. Alors, vous avez fait le tri de quoi pour commencer ? Tout. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui encombré chez nous. On consomme tellement, je vous le dis, c'est notre maladie, la surconsommation, qu'on stocke. On en a plein les placards, on en a plein les étagères. Moi, quand je vois le garage des Français, j'imagine que le garage des Belges, c'est la même chose. C'est un fourre-tout. Mais on n'arrive même plus à rentrer dans le garage tellement on en a des objets. Vous vous rendez compte de ce qu'on a, quoi. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, on a pris conscience. On dit, voilà, tout ce qui est chez nous, là, ça va finir à la poubelle. Tous les jeux des enfants qui n'utilisent pas va finir à la poubelle, tout ça va être brûlé. Donc si on veut faire du zéro déchet et réduire notre poubelle, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Donc on s'est mis à tout vendre, on s'est mis dans une démarche de désencombrement, on a fait des vides-greniers, des vides-maisons, sur Internet, réseaux sociaux, etc. En fait, on s'est mis dans une démarche minimaliste, sans même s'en rendre compte. Et c'est fou ce que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on se libère de tout ça. Et en fait, plus on en a, plus on a de soucis. Parce qu'il faut les ranger, il faut les laver, il faut les réparer, Donc, moins on en a et mieux on se porte. Vraiment, d'alléger son intérieur chez soi, ça allège sa tête. C'est un rangement intérieur, au final. Ouais, effectivement. Alors, ça prend du temps, vous le dites. Il faut un petit peu prendre le temps aussi de faire les choses soi-même. Quelles sont pour vous, et vous donnez d'ailleurs des recettes dans votre bouquin qui sont assez chouettes à suivre, quelles sont peut-être les choses les plus simples à réaliser soi-même pour commencer ? Alors nous, quand on a commencé il y a 5 ans, il n'y avait pas de magasin de vrac. Il n'y avait pas de mouvement zéro déchet. On était dans les pionniers. Donc, il a fallu qu'on réalise plein de choses. Si on voulait pas le déchet à la maison, il fallait qu'on fabrique. Donc, on a fabriqué nos lessives, nos liquides vaisselle, nos dentifrices. On a fait nos sacs à vrac en tissu. On a cousu. On a fait tout, quoi. Aujourd'hui, les solutions, vous les avez. C'est-à-dire que si vous voulez pas faire les recettes, vous pouvez. Le do-it-yourself, c'est pas obligé avec le zéro déchet. Si vous allez dans un magasin de vrac, vous allez retrouver les pastilles pour le lave-vaisselle, le liquide vaisselle à la pompe et vous venez recharger. Il y a tout maintenant. Il y a toutes les solutions. C'est génial. Donc, je dirais que le faire des recettes, c'est si ça nous plaît. Voilà. Si on veut se réapproprier les choses. Je vois beaucoup de femmes qui font, notamment leur lessive, par rapport à tout ce qui est allergique, notamment par rapport aux enfants. Il faut savoir que les lessives industrielles, il y a beaucoup d'allergènes, des fragrances notamment. Quand on met un truc goût pêche, je peux vous dire que là, c'est juste très mauvais pour la peau. Donc, elles se réapproprient ça. Puis leurs cosmétiques aussi, notamment le tout ce qui est maquillage, crème, etc. Quand on commence à comprendre ce qu'on vous met dans l'industriel, quand vous avez 20, 30 molécules chimiques, juste ça vous fait
fait pas du bien du tout. Donc revenir à des huiles végétales et puis des essences naturelles, c'est très bon pour la santé. Et puis c'est un plaisir à faire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est un plaisir, je me sens capable. Ouais. Voilà, on nous a volé tellement de trucs que je me sens capable de faire mes recettes. Et rien que ça, déjà, le gain psychologique est génial. Ouais. Oui, parce que vous le dites aussi, on fait des économies. Votre budget annuel a été réduit de 30%. Et puis, ça remonte le moral. Alors, ça remonte le moral justement parce qu'on se sent capable et qu'on se réapproprie sa vie. Et parce qu'on est acteur, il faut savoir que tout ce que je vous ai raconté depuis le début, encore, je vous ai rien dit, mais le message écologique peut être très anxiogène. Quand on fait l'état vraiment des lieux dans lesquels on vit et de la planète, ça angoisse beaucoup de gens. J'ai des mails, des gens qui viennent me voir, ils me disent waouh, mais là, comment on va faire? C'est une catastrophe. Donc, de pouvoir se réapproprier sa vie, son mode de vie, sa consommation, ça fait beaucoup de bien au moral de dire, je suis acteur du changement. Et ça n'a pas de prix, d'être un colibri. Tout le monde me le dit, c'est génial, je suis acteur. En plus, ça fait du lien social, on rencontre des gens, on vit différemment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on s'attaque aux déchets, on s'attaque aux symptômes de la société. Et donc, on retricote un autre mode de vie qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus frugal, plus sobre et qui est beaucoup plus sur le lien et la rencontre. Oui. Alors, vous poursuivez, évidemment, vous avez écrit La famille presque zéro déchet, le livre pour les enfants aussi, on en a parlé. Et là, vous allez sortir d'ici quelques mois un nouveau livre sur la famille en transition énergétique. Alors, ça parlera de quoi ? Alors, famille en transition écologique. Pardon. Mais c'est bien que vous ayez fait le lapsus, c'est bien. Parce qu'à chaque fois que je parle de transition, les gens me disent « Ah ben oui, la transition énergétique, je vais mettre des panneaux solaires sur mon toit ». Mais non, la transition écologique, c'est beaucoup plus complet et complexe que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les tenants de la croissance verte, nos copains au pouvoir, comme toujours, et les grandes entreprises commencent à mettre la main sur les énergies du futur. Ce sont les premiers, d'ailleurs, installateurs, distributeurs, etc. Et leur message est très clair, il faut qu'on aille là-dessus. Continuons à consommer de l'énergie comme on fait, surtout ne changeons rien, et puis elle va être verte. Elle va être propre. Ça n'existe pas, l'énergie verte, l'énergie propre. Donc, la transition, c'est plus complexe que ça. La transition, c'est de changer de mode de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objet durable, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'objet durable, il n'y a pas de croissance verte, il n'y a que des modes de vie qui sont durables. Donc, il faut passer de la conception de ces objets qui vont changer notre vie, qui vont être vertueux, à une conception autour du sujet. Et le sujet, c'est moi. Donc, c'est mon mode de vie. Il faut qu'on soit un petit peu honnête avec soi-même et de se dire ok, là je consomme trop, faut que je réduise. Et c'est ça la transition, c'est d'abord réduire nos déplacements, réduire notre consommation d'objets, réduire toutes nos consommations grosso modo. Et puis dans ce livre-là que je sors donc en mars, l'idée c'est d'expliquer comment faire sa transition et surtout de la prioriser. C'est-à-dire que c'est bien de manger bio, local toute l'année, mais voilà, comme j'ai pu faire, si c'est pour prendre l'avion, tu ruines tout en aller-retour, quoi. Donc, c'est mettre de la priorité, de la cohérence dans tout ça. C'est bien de fabriquer son dentifrice, mais c'est malheureusement pas ce qui va changer la planète. Il va falloir faire d'autres choses avant. Et aujourd'hui, nos premiers impacts sont autour de notre argent, de nos déplacements, de notre logement. Voilà, c'est là que ça se passe, surtout le nerf de la guerre et notre futur. Donc le livre, l'idée, c'est on a fait le bilan carbone d'une famille traditionnelle, et je donne le bilan carbone neutre d'une famille. Quel serait le mode de vie pour protéger la planète. C'est ça l'objectif du livre. Donc il y aura des conseils pratiques aussi pour savoir comment se lancer. Bon, on a hâte de lire ça. Alors à ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans le zéro déchet, peut-être, pour commencer, vous avez envie de dire quoi ? On a tous des moments de vie où on prend conscience. Voilà, on a un chemin de vie qui est tous différent, que ce soit amoureux, familial ou autre. Et l'écologie, c'est pareil. On a un chemin de vie écologique qui est tous différents. Moi, j'ai eu des moments de rencontres. C'est des rencontres. Voilà, des gens qui m'ont marqué. Des documentaires aussi, des livres, voilà, je sais pas, je vais vous citer, moi Nicolas Hulot m'a marqué beaucoup, on était à côté de la fondation pendant 5 ans, on a travaillé ensemble, ça m'a fait vraiment quelqu'un d'extraordinaire, le Al Gore, Une vérité qui dérange a été un moment fort pour moi, David Savant-Schreiber, son bouquin Anti-cancer, j'ai lu en 2008, ma fille est née en 2008, ça a été les deux associés, un moment clé de changement, donc voilà, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que respecter leur chemin, mais de s'informer toujours. Voilà, c'est en s'informant, en faisant des rencontres, en allant voir une conférence, en lisant un bouquin, qu'on prend conscience. En fait, c'est tellement classique, mais c'est dans les chemins du savoir habituel que l'on va changer. Et encore une fois, je le dis, les réseaux sociaux et Internet est une chance aujourd'hui pour l'être humain. Il me reste une question à vous poser, Jérémy Pichon. En tant que citoyen responsable, engagé dans le mode de vie zéro déchet, dans la transition écologique, quel est votre espoir pour demain ?
Mon espoir, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que par rapport aux années 2000 où on a essayé avec les Grenelles de l'environnement notamment de changer les choses par le haut, là on est dans un mouvement complètement différent depuis 3-4 ans, on est dans un mouvement qui vient du bas. Donc mon espoir, c'est que les citoyens ont compris et qu'ils ont tous envie de faire quelque chose et que ces petits colibris-là, tous ajoutés, tous ces réductions d'impact sur nos empreintes écologiques, tous associés, on arrivera à faire quelque chose collectivement. Voilà, j'espère surtout qu'on arrivera à le faire de manière douce, modérée et collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transition, quoi qu'il arrive, on est déjà en transition. Et est-ce qu'on va la subir ou est-ce qu'on la choisir ? Et c'est la grande question. Si on l'a choisi, on l'a fait ensemble, on l'a fait intelligemment. Si on l'a subi, on va le faire dans le conflit, l'affrontement. On va se battre pour les ressources, l'eau, le pétrole, l'énergie. Donc, j'espère qu'on va la faire tout de suite maintenant et de manière concertée, intelligente. Eh bien, on partage votre espoir. Merci, Jérémy Pichon, d'être venu nous voir. Je rappelle les titres de vos livres qu'on peut se procurer un peu partout. Il y a La famille presque zéro déchet, The Guide. Les enfants zéro déchet, The Mission, on va dire. Le tout aux éditions Thierry Soucard. Et puis, on découvrira bientôt La famille en transition écologique, The Guide 2. Merci à Isabelle Franchimont qui a aidé à la préparation de cette émission, à Katia Madoul qui l'a mise en onde. Et je me permets aussi encore d'orienter nos auditeurs vers le site Famille Zéro Déchet, le tout attaché.com. Il regorge d'idées, d'articles et de recettes sympas. Ne vous en privez surtout pas. On se quitte avec un dernier choix musical de Jérémy Pichon. C'est Angus et Julia Stone avec Grizzly Bear. À très bientôt.